Le membre suivant est Serge Goldman. Nous nous connaissons depuis pas mal de temps. Bonjour Serge, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Pour ceux d'entre vous qui se poseraient la question que l'on ne pose pas, c'est le frère de l'autre. L'autre est dans la salle. Michel, excuse-moi de t'appeler ainsi, je sais que je t'ai vu, mais je sais que tu es quelque part. Serge, je sais ce que c'est parce que moi aussi j'ai un frère très connu dans tous les milieux où je vais. C'est éléphant. Je t'en prie. Merci, c'est très gentil de me présenter comme ça. C'est généralement le frère de l'autre, c'est plutôt moi que lui. Donc aujourd'hui ce sera... Pardon, excusez-moi. Oui, comme je le disais, généralement c'est plutôt moi le frère de l'autre. Ça s'était peut-être arrivé aussi. Mais aujourd'hui j'ai la chance d'être accueilli par le frère de l'autre également dans cette assemblée. Il y a une personne qui s'appelle Pontalis qui a écrit un livre passionnant là-dessus d'ailleurs, qui s'intitule, je crois d'ailleurs, Le frère de l'autre. Je vous conseille la lecture de ce livre. Donc, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, chers collègues, chers amis, c'est évidemment un honneur pour moi d'être accueilli au sein de l'Académie royale de médecine, et je suis sûr que certains d'entre vous se posent une question, vous qui êtes... Donc la question que vous vous posez probablement, c'est qui est ce nouveau membre de l'Académie? Et si la dia suivante passe, j'aurai l'occasion de vous le décrire. Il est médecin. Il est médecin neurologue, spécialisé en médecine nucléaire. Et sa vocation de neurologue est née lors d'un stage à Paris, à la Salpêtrière. Et sa volonté de devenir médecin nucléaire est apparue au décours d'un séjour de 2 ans à Johns Hopkins, 2 institutions dont on entendra encore pas mal parler, avec laquelle il est membre étranger de cette année. Je suis chef de service de médecine nucléaire à l'hôpital Erasme et directeur d'un laboratoire d'études fonctionnelles du cerveau et également directeur scientifique d'un centre d'études précliniques par l'imagerie. Je vais rapidement vous décrire mon parcours scientifique qui débute par des activités dans un laboratoire de neurobiologie où je m'intéresse à la neurotransmission et puis vers la fin de cette période, plus particulièrement à la distribution de certains récepteurs de neurotransmetteurs dans le cerveau humain, je découvre à ce moment-là, lors de conférences, qu'une nouvelle méthode est apparue qui permet de faire la même chose que ce que je faisais, mais in vivo, de manière non invasive, chez l'homme vivant, malade ou pas malade. Et il s'agissait de la tomographie par émission de positons qui va en fait m'occuper à peu près pour le reste des années qui ont suivi. Alors, rentré en Belgique, j'ai appliqué cette méthode pour l'étude de maladies neurologiques et psychiatriques. Puis j'ai fait ce qui m'avait en fait incité à m'orienter là-dedans. Je ne vois pas vraiment. Je crois que je vais abandonner le laser. Mais c'est-à-dire étudier la distribution d'un récepteur, d'un neurotransmetteur particulier grâce à cette méthode. Et puis, comme vous le voyez, si je continue à le faire, c'est évidemment avec des outils nettement plus performants que ceux avec lesquels j'ai débuté ce type d'activité. Alors, j'ai un petit peu étendu mes domaines d'activité expérimentale en m'intéressant également à des aspects de neurophysiologie par d'autres méthodes, en particulier la magnétoencéphalographie, un outil qui a été installé dans mon hôpital, en particulier grâce aux efforts du professeur Brocchi. Et puis, je suis sorti du cerveau également, et j'ai appliqué la tomographie par émission de positons à l'étude de toute une série de maladies cardiologiques, pneumologiques, oncologiques principalement, il faut bien dire, et endocrinologiques. Et ce que je vais faire maintenant, c'est évoquer deux types de travaux particuliers qui m'ont occupé au cours de ces années. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont représentatifs de mon approche, c'est-à-dire une approche qui consiste à sortir des sentiers battus, de dire la TEP c'est bien, mais ce n'est pas uniquement un outil diagnostique. Et j'ai appliqué ce raisonnement d'abord à une pathologie particulière, dont on entendra encore pas mal parler aujourd'hui,
qui sont les tumeurs cérébrales, et ont constaté que ces tumeurs sont relativement hétérogènes sur le plan de leur comportement biologique. Hétérogène, ça veut dire qu'en chaque point de la tumeur, il y a différentes composantes qui ont des caractéristiques biologiques différentes et qui sont également hétérogènes sur le plan de l'activité métabolique qu'on peut détecter en tête. Et donc, je me suis dit, au fond, ce n'est pas uniquement un outil diagnostique, il y a moyen d'implémenter, il y a moyen d'enchasser pratiquement l'information fournie par la tête dans des actes relatifs à la prise en charge des patients atteints de tumeurs cérébrales. Et c'est cet effort qui a été particulier, et reconnu comme vous le voyez, effort qui était justifié par une démonstration que nous avons faite, qu'il y a bien une corrélation précise au sein de la tumeur entre les zones d'activité biologique indiquant une agressivité. Là, j'ai rien fait, je vous assure, j'ai touché à rien. Non, c'est vrai. Donc, il y avait une corrélation, enfin, un lien étroit entre les caractéristiques biologiques, des indications donc, de caractéristiques de malignité ou d'agressivité supérieure, et le taux d'incorporation des traceurs que nous utilisons en tête. Et c'est donc ce lien qui nous permet de défendre l'idée qu'il est utile de cibler certaines zones cérébrales, enfin, certaines zones des tumeurs cérébrales, pour des traitements particuliers. C'est ce que font les neurochirurgiens en particulier. Et là, de nouveau, c'est un travail qu'on a fait en étroite collaboration avec l'équipe du professeur Bocci et également d'Isabelle Salmon, qui est pas mal intervenue dans ces corrélations métabolico-histopathologiques et donc qui sont, à mon avis, utiles pour la prise en charge de ce type de tumeur. Alors l'autre approche que je dirais innovante que nous avons développée, c'est celle de l'étude du trafic cellulaire. En quoi ça consiste? C'est le fait que quand on introduit des cellules dans le corps, dans l'intraveineuse par exemple, il n'est pas facile de savoir ce qu'elles deviennent, où elles vont, comment elles circulent, où elles s'implantent. Et donc, nous avons développé, nous avons décidé que la tête pourrait être une bonne méthode pour suivre ça. On l'a appliqué d'abord à des approches diagnostiques. Recherche, par exemple, c'est illustré ici, de foyers infectieux profonds, occultes, à l'origine de fièvre, par exemple, continue. Dans le domaine de l'immunothérapie du cancer, je regarde notre président, qui est sûrement au courant de l'intérêt d'éventuellement évaluer l'évolution de cellules dendritiques utilisées dans des modes de vaccination pour voir leur devenir dans le corps. Et ce sont des travaux que nous avons également menés. Mais ce que j'illustre ici, c'est plutôt l'utilisation thérapeutique de cellules, ici de cellules souches, à visée régénérative, donc des thérapies pour tenter de réparer, dans ce cas-ci, le myocarde, après un infarctus du myocarde, et vous voyez s'allumer autour de cette zone hypométabolique les sites d'implantation de cellules souches qui ont été administrées par voie coronaire chez ce patient. Vous voyez qu'il s'implante pour des raisons de climat particulier de cet environnement dans la périphérie de l'infarctus du myocarde. Alors j'ai évoqué mon parcours plutôt que ma carrière scientifique pour me permettre d'évoquer également mon parcours personnel. Et ce parcours débute certainement par l'influence d'une personne importante, mon père, le docteur Goldstein, qui a implanté, en tout cas été un acteur très important du développement de l'enseignement de la médecine générale à l'ULB. Il a eu beaucoup d'influence sur ma vocation médicale et scientifique, et il en a certainement eu énormément également sur mon frère Michel, qui est présent dans la salle et qui est membre de cette académie, qui a publié la Raclée, et qui certainement aussi a eu énormément d'influence sur mes choix, mes approches scientifiques et médicales au cours de ma carrière. Et puis certainement aussi ma famille toute proche, avec Déborah qui est obstétricienne maintenant, baltimorienne, comme disait mon collègue d'Hopkins, puisqu'elle est née là-bas et qui est obstétricienne aujourd'hui à l'hôpital Erasme, Claire qui est pédopsychiatre et psychanalyste, passionnée de relations précoces mère-enfant, Noémie qui est docteur en histoire de l'art et qui m'ouvre bien grand une fenêtre sur la culture et les beaux-arts, et Nathan qui était pratiquement dans ces lieux, en tout cas dans le même palais, recevant il y a quelque temps
un prix de l'Académie voisine, l'Académie des sciences, des lettres et des beaux-arts pour l'excellence de ses travaux en physique théorique. Et puis, je voudrais aussi vous remercier de m'avoir écouté. Et là, c'est un peu difficile, de nouveau. Vous remercier de m'avoir écouté et de vous dire que c'est un moment émouvant pour moi, cette forme d'arrêt sur image que je pratique aujourd'hui devant vous sur mon parcours, et avec l'espoir, je formule également l'espoir que j'aurai l'occasion de poursuivre ce chemin à travers des paysages scientifiques et académiques passionnants en votre compagnie. Merci. Merci beaucoup. Tout le public comprend le plaisir que nous avons à t'accueillir. Voilà, c'est mon raison. Bien entendu, tu n'échappes pas à ceci. Je me suis maintenu en C'est absolument parfait, je n'entendais pas en même temps. Voilà, s'il te plaît. Bravo, merci à toi.